Et de là, il y a un élément poussoir qui vient dans le trou perforé de la plaque, des aiguilles qui viennent pincer la botte, ça dépose tout ça sur les courroies, et tout ça par une variation de jeu de vitesse, bah c'est parti. Ouais, on arrive à biner 98% de la surface. Mi-février, on reçoit un coup de fil à 6 h du matin nous disant qu'on a un hangar qui brûle. Le jour où le bâtiment a brûlé, au règlement du bâtiment, il s'est passé 100 jours max. D'accord. Dis-moi Paul, c'est de la vraie terre du Santerre ça ici? Ah ça c'est de la vraie terre du Santerre, de la vraie, de la pure à dure. Bon alors pourquoi tu travailles pas, tu fais pas de la pomme de terre? Normalement c'est de la pomme de terre qu'on doit produire ici, non? Ah ouais mais pas que, nous ici à la ferme on est spécialisé dans une culture bien particulière, le chou. D'accord, allez on va regarder parce que derrière on a une planteuse automatique, Ouais, c'est ça? Une agriplanteur. Ok, alors au niveau des productions de la ferme, vous avez quoi vous ici? Donc nous alors on est spécialisé dans le chou, donc ouais. Blanc, rouge, vert, et on fait aussi du chou plat. D'accord. Après on fait aussi du céleri boule et du céleri branche. Ok. Et pour compléter la gamme, il y a aussi de la courge, donc potimarron, butternut et jack-o'-lanterne, la courge spéciale pour faire les têtes d'Halloween. Vous êtes un petit peu originaux dans le secteur. Ici, il y a beaucoup de production de pommes de terre. C'est ça. Le Santerre est réputé pour. On est corps dans la Somme ici. Hein. Ouais, on est dans la Somme, on est dans la Somme. En plein. Et la ferme a développé ça. Alors, c'est ton père qui a commencé? C'est papa qui a commencé un peu avant 2000. Et toujours année après année, ça a continué à se développer. Et puis moi, je suis revenu sur l'exploitation il y a 5 ans. On avait la possibilité de continuer à se développer, donc on a créé un nouveau bâtiment et puis l'histoire continue. Ok, alors les champs, les cultures, c'est bien, mais les hommes, il faut aussi. C'est ça. Vous êtes à 7 sur la structure en plein? Ouais, on est 7 permanents. Ok. 7 permanents, ouais. Bon allez, on va regarder aussi un petit peu le matériel. C'est pas des machines qu'on voit couramment dans notre secteur, ça? Non, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Planteuse automatique pour gagner en temps, l'engrais devant. Ouais. Et puis derrière, on a tout le système de plantation qui est plutôt pas mal et détaillé. Ouais, c'est ça. Bon allez, on va regarder un petit peu comment fonctionne la machine de près. Alors avant, vous étiez combien ici sur la machine pour pouvoir faire la même chose? Avant, on était 7 sur la D'accord. machine. Comme tout le monde, des difficultés à trouver de la main-d'œuvre, à des périodes, voilà, et puis des boulots pénibles aussi, quoi, quelque part, ça enlève de la pénibilité. Ouais, bah maintenant, avec 2 personnes et avec beaucoup moins de mal, on a beaucoup moins mal au dos et puis on fait beaucoup plus de surface. Hein. A priori, on est d'accord. On est d'accord, ouais. Et donc, là, le système, c'est simplement, vous mettez les petits godets avec les plans qui sont préparés. Bah, on a le chef de l'arpiqueuse, Kevin, il prend ses plaques. Il les met sur son robot. Ouais. Et de là, il y a un élément poussoir qui vient dans le trou perforé de la plaque, des aiguilles qui viennent pincer la botte, ça dépose tout ça sur les courroies, et tout ça par une variation de jeu de vitesse, bah c'est parti. Ça arrive et ça plante et ça replombe en dessous, quoi. C'est ça. Ok. Alors là, de temps en temps, tu as des petits entretiens, faut graisser. Ouais, bah là, le problème, c'est qu'on a du sable. Ouais. Et donc à des moments, bah, le sable vient boucher le trou des aiguilles. Alors là, vous mettez aussi donc un petit peu d'azote devant, c'est ça? Ouais, on met de l'azote et du phosphore protégé. D'accord. Et derrière, vous avez tout de suite, on voit le rouleur, il est prêt. Donner un coup de canon pour donner un peu d'eau pour que ça reprenne tout de suite, c'est ça? Ça referme la terre et comme ça, les plants, ils sont tout de suite réhumidifiés. D'accord. Et avec un peu de soleil comme on a là, ça va repartir tout de suite. Là, pour autant, au sol, c'est frais, quoi. Ça reste bien préparé. Vous travaillez ça avec quoi alors? On met plusieurs coups de vibro pour faire des fausses semis. Et ensuite, juste avant de planter, on remet un coup d'air rotatif avec un ameublisseur devant. Et on rappuie tout de suite avec la fameuse crossquillette. D'accord. Et vous avez fait le choix ici aussi pour vous accompagner, tu disais dans les 7 personnes, d'avoir un contremaître. Alors, c'est quoi son rôle au niveau de l'exploitation? Ben, c'est notre bras droit. Il est responsable plus ou moins de tout ce qui est la partie culture, champ. Il nous aide aussi pour la gestion des différents chauffeurs de l'exploitation. Et il apporte aussi son regard sur le développement des cultures, sur la méthode à mettre en place les cultures, la récolte, tout ça. Alors vous avez fait le choix quelque part d'investir dans l'humain aussi, pour pouvoir vous accompagner. Toi, ça te libère dans tes activités, tu peux venir faire des vidéos avec nous comme ça, en quelques heures. En tout cas, merci. Et j'imagine que ça te libère l'esprit aussi pour faire d'autres travaux qui te permettent d'avancer, quoi. Ben, ça permet de mettre un peu le nez dans le bureau pour savoir où est-ce qu'on en est, après d'être dans le centre de conditionnement, car c'est aussi là que c'est un poste important. Ouais. Et puis après, avoir des belles machines modernes, c'est bien, mais quand l'œil humain, il n'y aura pas grand-chose qui pourra le remplacer.
D'accord. Donc ça veut dire que l'investissement que tu fais là, ça te permet toi de te décharger et d'investir aussi dans des trucs qui sont importants pour la ferme. Totalement. Et il n'y a pas que le tracteur, quoi. C'est ça, totalement. Ok. Bon, dis-moi, si tu nous as parlé un peu du conditionnement, on va aller voir. J'imagine qu'en ce moment, il n'y a rien. Non, il n'y a pas grand-chose. Ça doit être intéressant à aller voir. Oh, ça va faire un beau bâtiment, on peut aller voir. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors, en équipement matériel, là, tu as encore une ancienne cross-quillette. Alors, ça te sert pour quoi, là? C'est aussi pour la préparation? Donc ça, c'est une cross-quillette qu'on avait modifiée. Avant, elle était tirée avec des chaînes, c'était toujours le bazar. Donc nous, pour les légumes, ce qu'on veut, c'est un rappui maximum et une table, que ce soit l'équivalent d'une table. D'accord. Comme ça, pour leur piquage, on n'est pas embêté avec le réglage des différents éléments. Et pour la reprise en eau, il y a une meilleure capillarité, une meilleure reprise. C'est ce que vous avez trouvé de mieux pour... Ouais, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Ouais. Alors, on voit qu'il y a encore du labour, hein, forcément, légumes, labour. Ouais, et étant donné que des fois, on récolte en conditions extrêmes, la charrue, ça cache un peu la misère, mais au moins, ça permet de remettre en état le sol. Récupérer un peu, ouais. Parce que les terres sont quand même assez faciles, globalement. Bah, au printemps, on arrive toujours à bien reprendre nos terres, à bien les travailler. Mais le problème, c'est qu'avec les hivers pluvieux qu'on a, les choux, on finit de récolter des fois l'année d'après. Donc, selon le temps, les champs sont broyés. Donc, pas évident. Alors, vous êtes équipé aussi avec des anciennes cross-quillettes, mais avec des produits tout à fait nouveaux. On voit un peu la bineuse ici, système à caméra. Je pense que c'est l'une des plus perfectionnées qui existent. Voilà. Et là, vous faites le chou aussi avec. C'est ça. Et aussi en interrang, ouais. Avec ça, interrang et sur le rang. Ouais, on arrive à biner 98% de la surface. Ah ouais, d'accord. 98% de la surface. Ouais, avec le système qui tourne autour. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un petit moteur hydraulique. Là, ils appellent ça, c'est une in-row. In-row. Donc, dans le rang, d'accord. Ouais. Donc, les spatules, elles tournent autour de la plante, du bouquet floral. Donc, il y a avec les différents œils optiques, les caméras, ils viennent tourner autour. Et la bineuse, elle est totalement... elle est sur un parallélogramme, donc elle est totalement déformable. Donc, elle suit parfaitement bien le sol. Ah ouais. Et on a mis ça parce qu'on avait des problèmes de champs sales. Et donc, vu qu'on a des champs sales, les rendements, ils sont plus là. On a investi un peu d'argent dedans, mais le résultat, il est là. Ça marche bien. Ok. Mais il y a un seul chauffeur qui est vraiment spécialisé là-dessus et puis il l'a vraiment bien en main. Bon, on voit que le matériel, c'est important, mais comme tu nous l'as dit, les hommes, c'est encore plus important. Est-ce qu'on pourrait aller voir au conditionnement et que je puisse rencontrer quelqu'un qui y bosse, par exemple? Il me semble que tu as un petit jeune qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a franchi les échelons et puis qui a un niveau sympa. C'est ça, on a Alexis maintenant, c'est la responsable de tout ce qui est la partie conditionnement. Il est arrivé là, il avait 18 ans et il était là pour couper les choux pour un hiver. D'accord. Le résultat des cours, c'est qu'il n'est jamais reparti. Et puis vu qu'il travaillait bien, qu'il était impliqué et qu'on lui a donné des responsabilités, qu'il a su saisir et qu'il a su bien faire, il est devenu le responsable de toute la partie conditionnement et c'est, on peut dire, notre bras droit. Notre bras droit sur la partie conditionnement. Allez, on va aller le rencontrer. Bon, alors c'est toi Alexis? C'est ça, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Thierry. Enchanté, Alexis. Alors, ici, tu es arrivé il y a quelques années. Alors, avant de parler justement de l'histoire, tu peux nous expliquer ce qu'on fait ici? C'est quoi? Alors, ici, on fait principalement des choux. D'accord. Après, on fait aussi tout ce qui est courge, tout ça. Mais on fait principalement des choux, en fait. D'accord. Et la transformation, elle se fait, alors le sale arrive là-bas et ça vient propre ici, c'est quoi? C'est toute une installation de nettoyage, quoi. Exactement. On met, par exemple, on va parler de la machine là-bas, c'est la machine à céleri boule. D'accord. Là-bas, dans le fond, on balle le palox. Après, il y a tous les céleris qui passent sur à mesure. Il y a une grosse laveuse qui lave les céleris, tout ça. La dernière machine, là, c'est, on appelle ça la policheuse. D'accord. C'est ce qui nettoie un peu le céleri, tout ça. Après, il y a des gens qui sont en haut pour couper tout ce qui est le reste de racines. Et ensuite, ça tombe sur la table. Il y a quelqu'un qui est là à la table qui met en caisse sur palette. Puis après, c'est là que tu interviens. Exactement. Ok. Allez, fais-nous voir un petit peu ton domaine parce que bon, on connaît le conditionnement, mais derrière, il y a quoi encore comme travail alors? Tous les matins, je reçois des commandes que j'écris là au tableau. D'accord. Et ensuite, selon les commandes, ce qu'il me faut, par exemple, s'il me faut du céleri, je vais à la machine là-bas, je vais leur dire qu'en quoi qu'il me faut une palette, par exemple, de 10 caisses de céleri. Ils me font la palette, moi je la ramène ici. Je prépare mes étiquettes, je les mets sur la palette, je sarcle la palette. Puis après, c'est selon le transporteur. Là, j'ai Guidé, Verbeek,
Sauf la Fnaille d'Orchy, après c'est selon... Bon là c'est les plans, mais j'imagine qu'en saison... Ouais, là c'est un peu, on va dire un peu le bordel parce qu'on repique tout ça dans les champs, donc voilà. Ok, donc vous stockez là ici et vous avez un quai après... Les camions ils viennent, puis après ils se débrouillent eux-mêmes. Parce que concrètement, j'allais dire, vous gérez l'ensemble, j'allais dire, de la commande. Alors si j'ai bien compris, c'est plutôt le père qui s'occupe de la commercialisation, c'est ça? Et toi, tu gères donc, en fonction de toutes les commandes, ça doit être prêt, ça doit partir à telle heure. J'imagine qu'il y a des conditions qui sont quand même assez impliquantes, parfois compliquées. Ouais. Ok. Et comment toi, dans ce métier-là, t'es arrivé? Alors, t'es arrivé pour couper, c'est ça? De base, oui, je sortais tout juste de l'école. D'accord. Et j'ai déposé mon CV ici pour rentrer. Puis quelques jours après, on m'a appelé pour venir. Du coup, j'étais coupeur dans les champs. J'allais couper dans les champs. Puis il y avait un ancien préparateur de commandes et il est parti. Du coup, juste avant qu'il parte, il m'a appris tout ce qu'il y avait à faire. Puis après, le patron, il a décidé de me mettre à ce poste-là, en fait. Et ça, c'est un métier que tu aimes bien? Ouais, ça me plaît, c'est pas mal. Et tu te destinais à faire ça au départ? Tu connaissais peut-être même pas, j'imagine? Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est quoi qui est intéressant? C'est de la diversité? C'est de l'adrénaline aussi de temps en temps parce qu'il faut bouger? C'est parce qu'on fait de tout. On fait de tout. Moi, j'aime pas rester à faire qu'une seule chose à la fois. J'aime bien quand c'est plusieurs choses à la fois. Ok, bon, super intéressant. Bon alors dis-nous, dans l'histoire d'une exploitation, de temps en temps, il arrive à avoir des petits pépins. C'est ce que vous avez eu ici au niveau du bâtiment, c'est ça? Ouais, on n'a pas toujours des moments très joyeux. C'était mi-février, on reçoit un coup de fil à 6 h du matin nous disant qu'on a un hangar qui brûle. Ouais. Quand on a ouvert les Velux, effectivement, le hangar il brûlait bien et puis il brûlait depuis un mois parce que les flammes ils dépassaient déjà le toit du bâtiment. Donc c'était pas trop bon. Et puis quand on est arrivé, on n'avait plus que nos yeux pour pleurer puis regarder ce qui se passait à l'intérieur. Alors il y avait quoi? Tracteur, il y avait une station de conditionnement de pommes de terre, nos tracteurs pour la récolte des choux, nos voiles de forçage, des tuyaux d'irrigation. Le hangar était plein. Beaucoup de matériel de récolte et de conditionnement. Donc un moment pas très facile à passer. Un peu de panique, j'imagine? Beaucoup de panique, mais... Bon, alors... On a notre partenaire Gann avec qui vous êtes assuré. C'est ça. Il va peut-être nous aider à comprendre. Allez, on va se mettre à côté. Voilà. Bonjour Cédric, ça va? Très bien, merci et vous? Alors ça ira mieux peut-être s'il n'y avait pas eu d'intervention ici, non? Ah, ça fait aussi partie de notre métier. Vas-y Paul, mets-toi à côté. Alors là, on est juste devant le bâtiment. Alors, lorsqu'on a un sinistre comme ça, qu'on est agriculteur, alors... voilà, tu nous as dit tout à l'heure, toi on t'a dit, t'en as au moins pour 1 an avant que ce soit réglé. Nous on nous a dit qu'on en avait au moins pour 1 an. Et puis au final, ça a été beaucoup moins qu'1 an. Hein. Ah, on peut le dire, il faut le souligner. En moins de 100 jours, du jour où le bâtiment a brûlé au règlement du bâtiment, il s'est passé 100 jours maximum. D'accord. Alors donc avec tout ce qui va... Quand on a une intervention comme ça, comment on fait? Quand on est agriculteur, faut prévenir, j'imagine, son assureur. C'est ça. En fait, moi, j'ai appris le sinistre le samedi. Ouais. Ça a brûlé le samedi matin. Donc on s'est tout de suite donné rendez-vous le lundi. Comme ça, moi, je suis venu sur place voir tout ce qui se passait. On n'a pas eu accès au bâtiment tout de suite, puisqu'il y avait peut-être une enquête à faire. Donc la gendarmerie a dit pour l'instant, pas d'accès, on verrouille. Donc moi, j'ai dit tout de suite, il faut mettre en sécurité. Bon, après, je comprends, mes clients étaient un peu en panique. Donc j'ai été acheter ce qu'il faut. J'ai barricadé le site pour pas que quelqu'un rentre. Donc j'ai fermé directement. Et puis après, là, s'est enchaîné les réunions avec les experts. Et donc la première visite de constatation. Les différentes réunions après avec le chiffrage des différents experts. Et puis effectivement, voilà, 100 jours après, on a payé. D'accord. Alors là, l'avantage ici, comme vous dites, vous m'avez dit tous les deux, c'est que c'était de la tôle qui ressemble à du fibro, mais en tout cas, c'était pas de l'amiante. C'est un gros avantage. Complètement. Effectivement, on a fait faire une analyse tout de suite, donc on a attendu les résultats, tous avec impatience, évidemment. Et puis finalement, on a eu de la chance, il n'y avait pas d'amiante. Parce que ça, c'est ce qu'il faut savoir lorsqu'on est agriculteur. Si jamais on a de l'amiante, on a intérêt à avoir un dossier un petit peu spécial, quelque part, une couverture par rapport au déblai. C'est ça qui coûte très très cher au mètre carré. C'est une clause à intégrer au contrat qui prévoit effectivement une indemnisation supplémentaire pour le déblai suite à l'amiante. Qui coûte parfois plus cher que le coût du bâtiment lui-même. Exactement. Ou du déblai. C'est ça. Donc c'est forcément un surcoût, quelque chose à faire attention. Et après, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors ici, est-ce qu'on a déterminé la cause? Non, on n'a pas... Les gendarmes ont clôturé que c'était criminel, mais ils n'ont pas poussé l'enquête plus que ça. D'accord, ouais, c'est quand même une cause criminelle a priori.
Bon, vu l'ensemble, il n'y avait peut-être pas de choses à brûler, il n'y avait pas de paille, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait rien du tout qui était inflammable. Spécifique. Après, j'imagine aussi que c'est dans l'accompagnement, dans la démarche de comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement reconstruire s'il y a besoin, comment on remplace le matériel, le dépannage entre deux, ça complexifie un peu les choses aussi, non? Ouais, puis c'est toujours dans la panique parce qu'on se rapprochait du moment où, par exemple, les voiles de forçage, on en avait besoin. Mais on a toujours été bien accompagnés et on a toujours trouvé, pour moi, la bonne solution. Voilà, le but, c'est effectivement de pouvoir garder son activité. Après, voilà, ça arrive, hein, malheureusement, c'est là. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas de corpo, il n'y a rien, donc c'est le principal. Mais cela dit, voilà, on ne peut pas non plus laisser nos clients comme ça en disant, voilà, il y a quand même un formalisme, arrêtez de travailler. Donc on a fait effectivement débloquer, ça c'est important. Ouais, ça c'est pour pouvoir racheter. Il n'y avait pas de perte d'exploitation dans le sens où s'il n'y a pas d'exploitation, de transfo, de conditionnement, voilà, c'était pour pouvoir se rééquiper en urgence, le temps que le dossier avance bien entendu. D'accord, donc après j'imagine que toute l'expertise à l'intérieur, c'est des choses qui sont complexes aussi. Il y a des conseils à donner aux agriculteurs par rapport à ça pour arriver à bien estimer ou pas se tromper dans les choses? Non, c'est pas évident. Après, moi je dis toujours, c'est toujours facile, mais de prendre des photos régulières de son installation. D'accord. Ça permet le jour où on a l'expert avec nous, parce que là la première question de l'expert c'est voilà, qu'est-ce qu'il y avait dans le bâtiment? Bon, il y a des choses qui reviennent après, là, les ridelles d'une remorque, oui, elles étaient là-bas, on les avait stockées. Et c'est des choses qui reviennent après. Donc sur un état de perte, c'est toujours compliqué. Donc c'est vrai que c'est pas évident à faire, mais régulièrement, de se faire une petite photo, au moins on les a, et puis on sait ce qu'il y a dans son bâtiment. On le fait pour nos clients particuliers en disant, voilà, prenez en photo ce que vous avez chez vous. Mais chez un pro, c'est la même chose. Ça veut dire que demain, tout lister, c'est pas facile. Donc c'est vrai que des fois, voilà, se faire un petit dossier régulier, ça mange pas de pain. Ouais. Ok. Et si je peux me permettre, quand le contrat est souscrit avec l'expert d'assuré, une poste en privé. Nous, on a eu la chance d'en avoir un très bon en présence de M. d'Ambreville. Et ça a fait avancer le dossier aussi. D'accord, expert d'assuré, donc c'est quelqu'un qui vient vous conseiller, vous. C'est ça, c'est un accompagnant pour le sinistré. Qui est en parallèle avec l'agence, quelque part. Avec l'expert de la compagnie. Et qui négocie ensemble, qui décide. J'ai eu affaire aussi à ce genre pour un bâtiment à paille, et c'est vrai que ça aide beaucoup parce que ça prend en charge, ça nous aide, ça nous accompagne et on ne sait pas. Sûr. Et ça, donc, c'est aussi un conseil à donner peut-être ceux qui nous suivent. Ok, donc tu continuerais à travailler avec Gann, tu continues avec eux? Sans aucun problème. Pas de problème. Avec grand plaisir. Puis vous êtes des agences locales de proximité. Et donc, comme vous dites, vous êtes déplacés parce que c'est vous qui avez traité le dossier en entier. Aujourd'hui, notre différence, elle est là. C'est-à-dire qu'on doit être avec nos clients, alors dans les bons points, bien entendu, mais aussi dans les mauvais points. Et, ça fait partie de notre métier. Ok, merci Paul pour cette présentation. Merci à vous. Merci Cédric pour ces explications. N'oubliez pas de prendre des photos, c'est le petit appel à l'action, peut-être de vos bâtiments, de l'intérieur, des équipements qu'il peut y avoir. Ça peut toujours servir en cas de problème. Voilà, écoutez, merci à vous. Et puis vous, on vous dit à très bientôt pour les autres vidéos du Co-Farming Tour, où il y aura encore certainement des belles visites et puis des choses intéressantes. Allez, ciao!